Bienvenue à tous et bonjour à vous. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques en ce dimanche 17 avril. Nous sommes tout juste à une semaine du second tour qui verra s'opposer deux projets de société, deux France, deux mêmes visions de la civilisation selon les deux candidats. Et pour en parler, deux figures ce dimanche qui incarnent respectivement ces deux projets antinomiques. À partir de 10h30, ce sera Clément Beaune, secrétaire d'État en charge de l'Europe qui sera avec nous. Mais tout d'abord, on accueille le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, bonjour à vous. Bonjour. Premier invité du Grand Rendez-vous. Pour vous interroger à mes côtés, Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Et Cécile Cornudet des Échos, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jordan Bardella, hier à Marseille, le candidat Emmanuel Macron a pointé, dit-il, ce sont ces mots, le danger de l'extrême droite qui choisit ces journalistes qui portent des coups aux libertés, qui veut sortir de l'Europe, etc., etc. Bref, avec vous, la France, ce sera le chaos. Que répondez-vous ? On croirait la description de son propre quinquennat. Restriction de liberté, c'est lui qui, pendant 2 ans, a enfermé la population française, y compris d'ailleurs des populations, notamment des jeunes, qui étaient peut-être moins exposées à des formes graves du Covid que des personnes âgées, sur lesquelles certaines restrictions pouvaient se justifier. Les restrictions de liberté, notamment en matière numérique, avec la loi Avia, c'est lui. Et puis une forme de dérive autoritaire, je veux dire, la brutalité à l'égard du peuple français, brutalité avec laquelle il a géré cette crise des Gilets jaunes en commettant des violences contre la population française, contre le peuple français. C'est intégralement de sa responsabilité. La France est aujourd'hui 34e en matière de respect de liberté de la presse, c'est-à-dire derrière le Ghana et l'Uruguay. Donc vous voyez que moi je suis content qu'Emmanuel Macron fasse enfin le bilan. Et moi je retrouve dans cette description 5 ans de tension, de désordre. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de rassemblement, de concorde dans le pays. Et surtout, il y a un besoin pour les Français de reprendre le contrôle de leur vie, de leur destin. Et c'est la raison. Vous seriez le camp où elle serait, Marine Le Pen, la candidate de la concorde et du rassemblement ? Je pense qu'Emmanuel Macron est un candidat autoritaire, est un candidat extrémiste, qui a fait beaucoup de mal à notre pays, tant dans les mots qu'il a utilisés contre le peuple français, les injures. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'ait pas condamné, qu'il ait cautionné les déclarations de Mourad Boudjelal, qui a ouvert son meeting et qui s'est adressé aux électeurs du Rassemblement national, c'est-à-dire d'après les derniers sondages, près d'un Français sur 2 au second tour, quasiment, en leur disant « vous êtes des racistes ». Je pense que les Français sont fatigués de ces injures, de ces leçons de morale, et qu'il est temps de faire élire peut-être une présidente de la République qui aime les Français, qui les respecte et qui sera la présidente du cœur. Alors, vous évoquez, permettez-moi d'y revenir, d'un côté, on entend le Front républicain, vous seriez l'extrême droite, et ainsi de suite, on l'entend, et de l'autre côté, vous nous dites un président autoritaire qui n'est finalement pas vraiment démocrate. Madame Le Pen dit les patriotes contre les mondialistes. Finalement, il y a 2 France qui sont condamnées à ne jamais être capables de se parler. Nous souhaitons avoir un débat avec Emmanuel Macron sans anathème, un débat dans le respect de la démocratie pour confronter 2 projets de société, 2 choix de civilisation. Oui, mais comprenez bien que depuis quelques jours, nous sommes la cible, en tout cas Marine Le Pen est la cible d'attaques extrêmement brutales, injurieuses du président de la République. On a le sentiment qu'insulter la seule marque, le seul ressenti qu'il exprime à l'égard des Français. Donc moi je déplore cette attitude, je déplore ces anathèmes. En vérité, j'entends sur les plateaux de télévision auprès des politiciens tout sauf Le Pen, sauf que dans la rue, les Français disent tout sauf Macron. Parce que la politique de Macron, ils l'ont subie. Et nous, c'est ce qu'on vient dire dans ce second tour. Est-ce qu'on continue 5 années de plus ? Si vous voulez la retraite à 65 ans, si vous voulez des retraités qui vivent avec 8 € par jour, si vous voulez continuer avec les 60% de taxes sur les carburants, avec l'impuissance face à l'insécurité qui explose dans le pays, eh bien, il faut voter Emmanuel Macron. Si vous voulez faire le choix des protections d'une candidate qui est la clé du pouvoir d'achat et de la sécurité, il faut voter pour Marine Le Pen. Tout sauf Le Pen, tout sauf Macron. Finalement, ce sont 2 France du rejet là que nous avons. Franchement, quel élan, quel souffle pour une campagne présidentielle ? Vous savez, au premier tour, c'est la tradition telle que l'a pensé le général de Gaulle, on rassemble son camp et au deuxième tour, on élimine. Moi, je vois que 72% des Français au premier tour de l'élection présidentielle ont voté contre Emmanuel Macron. Le sortant, c'est lui, c'est pas nous. Nous, ce qu'on souhaitons faire, c'est de faire du président sortant un président sorti. Parce que je pense que le projet que porte Marine Le Pen aujourd'hui, qui est un projet politique évidemment chiffré, politiquement sérieux, juridiquement viable, qui vise à rendre aux Français leur pays, leur argent, leur sécurité, s'appuie sur des idées qui, je crois, sont majoritaires dans le pays. Et en vérité, moi, je veux dire aux Français que lorsqu'Emmanuel Macron nous insulte, c'est vous qui l'insultez. Lorsqu'Emmanuel Macron nous prend à partie, nous jette des anathèmes, c'est la majorité silencieuse. Marine Le Pen est arrivée en tête dans 22 000 communes françaises. Il y a un mouvement qui s'est levé aujourd'hui dans la France profonde, dans la France rurale, dans cette France qui veut rester de quelque part, qui n'a pas dit son dernier mot.
et qui, je crois, peut l'emporter si les Français se mobilisent. Je veux juste te dire une chose. Si les Français s'abstiennent le 24 avril, Emmanuel Macron sera réélu. Si le peuple vote, le peuple gagne. J'entends votre argument. Donc, vous nous dites Emmanuel Macron, c'est le président de l'autre France. Vous dites quelquefois patriote de votre côté, mondialiste de l'autre. Dois-je comprendre que les électeurs tentés par Emmanuel Macron ne sont pas des patriotes? En tout cas, il se range derrière un candidat qui ne défend pas la nation qui protège, qui veut la fin des frontières, qui veut la fin des limites, qui est le partisan de la dérégulation et qui surtout jette la France à des liquidateurs, à la fois à des prédateurs d'en bas avec l'explosion de la violence, d'une nouvelle forme de barbarie, une agression gratuite toutes les 44 secondes, c'est le bilan Macron. Et puis à des prédateurs d'en haut, Emmanuel Macron, c'est l'homme qui a vendu Alstom, c'est l'homme qui a vendu Technip, Alcatel-Lucent, qui a vendu l'industrie française à des intérêts étrangers. Et c'est surtout l'homme qui Monsieur Bardella, heureusement que vous avez dit que vous voulez le débat de fond et pas d'anathème. Mais je suis sûr du débat de fond. Quand il remet la France entre les mains de McKinsey, nous ne faisons pas ce choix-là. Je veux dire, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle remettre les intérêts français entre des cabinets privés américains? Donc Marine Le Pen, elle est la candidate du bien commun, elle est celle qui veut le rétablissement de l'État souverain et surtout qui veut remettre le pays en ordre. Et je pense que aujourd'hui un espoir s'est levé et Marine incarne un espoir de changement et de cette promesse de grande alternance pour des millions de Français. Et est-ce qu'elle veut lutter contre le réchauffement climatique? On voit bien l'angle d'attaque d'Emmanuel Macron hier, et il dit qu'elle est climato-sceptique. Et de fait, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez perdu beaucoup de jeunes entre 2017 et là, le premier tour de 2022. Est-ce que, comme le dit le rapport du GIEC, on n'a plus que 3 ans pour agir? Et est-ce qu'elle est à la hauteur de ça? En tout cas, la dernière alerte du GIEC nous indique de manière très claire que nous avons moins d'une décennie et moins de 10 ans pour agir et peut-être avant 2030 pour diminuer par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. J'aimerais juste te dire une chose. Le Haut Conseil pour le climat nous indique que la moitié des gaz à effet de serre et la moitié des émissions de CO2 qui sont faites par la France sont liées à ces importations. Or, le vote pour le climat, le vote pour la défense de l'environnement, c'est le vote pour Marine Le Pen. Parce que Emmanuel Macron, il est l'avocat d'une idéologie, la mondialisation sauvage, l'ultralibéralisme, la multiplication des accords de libre-échange. Parlez-nous de vous. Qu'est-ce qu'elle fait sur ce plan-là? Des accords de libre-échange est responsable, ce grand déménagement du monde est responsable aujourd'hui des dégâts que fait le modèle économique sur la planète. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est rompre avec ce modèle économique pour se tourner vers le localisme. Localisme contre les globalistes, c'est ça le véritable clivage, et notamment en faisant le patriotisme économique. Je veux dire, le meilleur service à rendre à la planète et à l'environnement aujourd'hui, c'est d'arrêter que 60 000 supertankers traversent la planète, c'est d'arrêter ce grand déménagement du monde et ça produire en France tout ce qu'on peut raisonnablement produire. Vous avez parfaitement raison, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons... vous savez que Marine Le Pen fera son premier déplacement à Bruxelles. Nous souhaitons, dès les premiers mois du quinquennat, aller récupérer cette prérogative auprès de l'Union européenne, qui est la possibilité de faire le patriotisme économique et qui est notamment de donner un avantage à nos entreprises, à nos filières agricoles dans la commande publique, pour faire par exemple en sorte que dans l'ensemble des collectivités publiques, dans l'ensemble de l'administration, on puisse consommer local et qu'on puisse se fournir d'abord auprès des agriculteurs français. Nous parlerons de l'Union européenne tout à l'heure, mais vous l'avez constaté hier à Marseille lors de son meeting. Emmanuel Macron l'a consacré en grande partie à l'écologie, adressée à une France aussi populaire pour capter, pour séduire aussi les voix et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il reprend même le concept de planification écologique. Est-ce que c'est un virage pragmatique finalement? Mais voyez bien qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas fait campagne depuis des mois, essaie comme ça d'aller marchander et d'aller séduire quelques électeurs à 2 semaines. Mais je pense que vous ne le faites pas. Je pense que le choix du second tour, c'est un choix de sincérité aussi. Depuis maintenant plusieurs mois, on est en campagne sur ces 2 axes essentiels que sont le pouvoir d'achat, la sécurité, le référendum sur l'immigration évidemment, mais ça fait des années que nous défendons le patriotisme économique, des années que nous remettons en cause l'indépendance. Emmanuel Macron, il a changé d'avis. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été condamné pour inaction climatique. La France a été condamnée pour inaction climatique. Donc je pense que beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, vous parliez des jeunes, je pense ne sont pas dupes et savent qu'on ne peut pas défendre l'environnement en défendant la mondialisation sauvage. Et c'est une contradiction en soi pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'amodier votre projet? Je prends un autre exemple, mais qui s'adresse finalement au même électorat, peut-être cette France populaire de Jean-Luc Mélenchon, sur le voile. On a vu que Marine Le Pen a un petit peu changé sa position. N'est-ce pas là aussi une manière pragmatique, diront certains, de s'adapter? Est-ce que vous ne faites pas finalement la même démarche d'entre-deux tours qu'Emmanuel Macron? Vous savez, on essaie qu'elle a changé de position? Non, elle n'a pas changé de position. Elle n'est pas obtuse, en tout cas, sur cette question qui est une question qui appelle à l'intime pour beaucoup de gens. Je veux juste te dire que notre objectif, c'est la lutte contre l'islamisme et c'est de réduire drastiquement aujourd'hui l'immigration en France. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que nous nous sommes toujours éloignés au cours de cette campagne
de propos qui pouvaient paraître blessants, de mesures qui pouvaient paraître offensantes pour beaucoup de gens. Ce que nous disons sur le voile, c'est que le voile, pour reprendre les mots d'ailleurs de Jean-Michel Blanquer, n'est pas souhaitable dans la société française. Ce que je veux dire par là, c'est que le voile n'est plus seulement un vêtement religieux comme il a pu l'être dans les années 60, 70, même culturel dans les années 80, mais c'est devenu aujourd'hui un marqueur politique, c'est devenu l'affirmation des fondamentalistes islamistes. Et ce que nous disons, c'est qu'il y a beaucoup de femmes... Mais est-ce que vous dites toujours que vous l'interdisez dans l'espace public? Parce que beaucoup vous disent que ce n'est pas faisable, beaucoup vous prennent des exemples. D'ailleurs, c'était une femme d'un certain âge qui a interpellé Marine Le Pen. On a bien compris qu'elle n'était pas, évidemment, dans une quelconque idéologie. Elle le disait et elle défendait ce port du voile. Par exemple, est-ce que vous, au pouvoir, vous retirez le voile à toutes ces personnes-là? La question est pragmatique. Vous savez mieux que quiconque... pour les jeunes générations, le port du voile n'a pas la même signification que pour la génération, que pour une première génération issue de l'immigration arrivée dans les années 60-70. Donc vous l'interdisez pour les jeunes et pas pour les plus âgés? Donc l'objectif est évidemment de faire en sorte que le voile et la société française, que le voile ne soit plus porté dans la société française. Donc, nous le ferons calmement, sereinement. L'idée est, dans un premier temps, de donner aux chefs d'entreprise les moyens de lutter contre les revendications politico-religieuses dans l'entreprise. Et deuxièmement, de faire en sorte que dans l'administration publique, c'est-à-dire l'espace public, les bâtiments des mairies, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des administrations publiques, le voile ne soit plus porté. Et dans l'université. L'objectif, à terme, est évidemment qu'on arrive à cette loi. Ce n'est plus donc une mesure brandie. On ne le fera pas, je vous le dis très clairement et je veux rassurer, on ne le fera pas le lendemain matin de notre élection. Ce qu'on fera dès le lendemain matin de notre élection, c'est la fermeture des mosquées radicales, c'est l'expulsion des fichiers étrangers. Et encore une fois, je veux dire, on va pas mener, mais je veux rassurer les Français qui nous écoutent, on ne va pas mener de guerre de religion. Notre objectif, c'est d'éviter que se multiplient des tensions dans notre pays. Au terme du quinquennat, il y a encore le voile dans les rues en France? D'abord, j'espère que Marine Le Pen fera plus d'un quinquennat. Ça reste un objectif à terme, mais notre priorité aujourd'hui absolue, c'est de lutter contre l'islamisme et de lutter contre le port de signes religieux ostentatoires et évidemment le voile, je considère comme un marqueur de l'idéologie islamiste aujourd'hui, dans l'entreprise et dans l'ensemble de l'administration publique. Mais je veux juste dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont contraintes de porter le voile. Et qui sont contraintes de porter le voile parce que porter le voile dans beaucoup de quartiers, et notamment dans mon département en Seine-Saint-Denis, c'est le moyen d'être tranquille lorsqu'on rentre dans la cité le soir. Mais on entend quand même ce pas que vous faites, ou ce recul, cette avancée, chacun en jugera quand même sur cette proposition. Jordan Bardella, on va marquer une pause, parler évidemment de votre programme économique, de l'Union européenne, puisque Emmanuel Macron veut faire de cette élection un référendum pour ou contre l'Union européenne. Une courte pause, on se retrouve avec notre invité. Le New York Times, Jordan Bardella, croit savoir qu'après les élections, après le scrutin présidentiel français, eh bien, il sera question de l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. C'est un projet, néanmoins on a du mal à voir comment on pourrait y échapper avec les massacres qui sont en cours et la tournure que prend cette guerre aujourd'hui. Mais le New York Times ne dit pas que cela. L'élément le plus essentiel des révélations du New York Times est que cet embargo, dont on sait que la conséquence va être l'explosion de la facture énergétique des Français et notamment des prix des carburants, ne sera pas prise avant le 24 avril pour ne pas entraver la réélection d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'on est là devant un système, devant une caste qui défend ses intérêts propres et qui a donc décidé de faire de l'ingérence dans l'élection présidentielle. Moi, ça m'amuse beaucoup d'entendre La République En Marche souvent dénoncer les ingérences étrangères quand on voit que l'affaire McKinsey traîne à passer devant le parquet national financier, quand on voit que Bruxelles ne veut pas gêner la réélection d'Emmanuel Macron. Donc, en vérité, cette élection présidentielle, elle est un référendum. Mais vous le voyez sous ce prisme-là, mais je vous repose la question Je pense que le New York Times est un journal extrêmement sérieux et qu'il est a priori très bien renseigné. Mais en quoi ce serait choquant, M. Bardella, vu les massacres qui sont commis, d'arriver à cette hypothèse qui est sur la table? Franchement, ce n'est pas une surprise, l'embargo sur le gaz russe. Il y a la question, il y a la question des massacres. Et nous avons vu les images, notamment les images de Boutcha, qui nous choquent tous. Et puis, il y a la question de court, de moyen et de long terme. Nous avons été très prudents sur certaines sanctions économiques. Évidemment qu'il faut sanctionner les dirigeants russes, mais nous avons été très prudents sur certaines sanctions économiques qui pourraient être beaucoup plus douloureuses pour les Français, pour le peuple français, que pour le peuple russe. Et pardon, et nous l'assumons. Mais quand aujourd'hui des millions de Français vivent cette société à l'euro près et n'arrivent plus à remplir le plein de leur voiture, ça serait une folie
que déciderait Emmanuel Macron que de leur infliger des sanctions supplémentaires qui viendraient parce qu'eux ne peuvent pas faire d'efforts supplémentaires. Il n'y aura plus de gradation dans les sanctions par rapport à la Russie. On s'arrête là, c'est fini, on a atteint le quota, le maximum. Quelles que soient les horreurs à venir. Je pense que la sanction la plus brutale qui pourrait être prise contre la Russie serait de faire en sorte que l'ensemble des pays exportateurs de gaz, vous savez qu'aujourd'hui 40% du gaz qui est exporté au sein de l'Union européenne, qui est importé dans l'Union européenne, vient de la Russie. Il faudrait que les 60% autres exportateurs de gaz, par exemple l'Algérie, par exemple la Grande-Bretagne, se mettent autour de la table pour décider de vendre leur pétrole au prix moyen qu'ils l'ont vendu ces 2 dernières années. Exactement. Oui, mais ça, on comprend. Ce qui permettrait, oui, non, mais d'accord, mais ce qui permettrait d'effondrer, de votre part ce qui permettrait d'effondrer les profits et les super profits que sont en train aujourd'hui de se faire les entreprises russes. Donc ça ne vous dérangerait pas, M. Bardella, d'être dépendant dans l'avenir du Qatar ou de l'Algérie, qui sont 2 producteurs de gaz? Ça pose la question de notre indépendance. La vérité, c'est que, s'agissant du gaz aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres possibilités. Moi, je veux bien, mais si vous me trouvez la possibilité de soustraire les 15 ou 20% d'importation française de gaz russe, on le fait dès demain matin. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et concernant le gaz de schiste, c'est un gaz qui est beaucoup plus dommageable en matière environnementale. On parlait de l'écologie tout à l'heure. Et surtout qui coûte beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres possibilités. Donc on ne va pas en avoir une par l'opération du Saint-Esprit dès demain, mais cette question-là, ce débat-là pose la question de notre indépendance énergétique. Et Emmanuel Macron n'est pas seulement coupable d'inaction climatique, mais en tout cas est coupable d'avoir changé 50 fois d'avis sur la question du nucléaire, là où nous avons une position extrêmement ferme, qui est celle de défendre et de continuer à miser sur le nucléaire, parce que ça fait de la France l'un des pays les plus propres au monde. Oui, à propos d'Europe, l'Office antifraude de l'Union européenne publie un rapport disant que le Rassemblement national a détourné 600 000 € d'argent public. À 2 jours du second tour, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a une question de timing, mais sur le fond, il dit comme c'est un office sérieux, cet office. Non, ce n'est pas c'est un office qui est contre lequel nous avons déposé plainte à 2 reprises, qui donneront lieu évidemment à une 3e plainte. Et vous voyez, les Français ne seront pas dupes des tentatives de l'Union européenne et des institutions européennes, comme nous l'avons vu sur l'embargo russe, d'après encore une fois les révélations du New York Times. Je ne fais que rapporter ce que disent vos confrères extrêmement sérieux du New York Times pour s'ingérer dans la campagne présidentielle et nuire à Marine Le Pen. En tout cas, si vous voulez, l'ouverture d'une enquête à 4 jours du second tour où Marine Le Pen est donnée en capacité de l'emporter face à Emmanuel Macron ne laissera personne de marbre. Alors, une campagne de second tour, c'est normalement une campagne de rassemblement, une campagne de ralliement. Or, un de vos rares soutiens, à tout le moins affiché, Robert Ménard, vient de se dégager d'une manière ou de l'autre de la campagne de Marine Le Pen. Comment comprendre ce retrait d'une figure qui vous soutenait? Pas du tout. Robert Ménard a expliqué cela sur son compte Twitter. Il a indiqué que son temps de parole était comptabilisé en tant que soutien de la candidature de Marine Le Pen. Même s'il partage des désaccords avec nous, il a indiqué qu'il soutiendrait, qu'il voterait pour Marine Le Pen et que pour des raisons de répartition du temps de parole, il préférait nous laisser le temps de parole de manière à ce qu'on puisse expliquer notre projet aux Français plutôt que d'interférer ou de prendre position dans le cadre du second tour. Mais il a parfaitement indiqué qu'il voterait pour Marine Le Pen et qu'il soutenait sa candidature au second tour. Je ne crois pas que le second tour soit une campagne de ralliement. Je pense que le second tour pour les Français, c'est une clarification où on choisit à la fois une personnalité et on choisit un projet pour le pays. Permettez-moi de vous rappeler que lors de la dernière élection présidentielle, personne ne savait au second tour qui allait être les ministres d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le 3e tour et ça viendra après. Vous, en 2017, vous aviez dit que votre Premier ministre, vous vous en souvenez? Oui. Bon, c'était Nicolas Dupont-Aignan. Oui, dans le cadre d'un accord de gouvernement qu'on avait fait avec Debout la France, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, même si Nicolas Dupont-Aignan, comme Éric Zemmour, appelle à voter pour Marine Le Pen et je les en remercie. Mais je veux juste dire que si Marine Le Pen est élue présidente de la République, ce n'est pas le Rassemblement national qui arrivera au pouvoir. Évidemment qu'il y aura des gens du RN. Mais sa volonté est de faire un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un dépassement. Elle paraît quand même très seule. Et vous qui voulez tellement rassurer, est-ce que ce serait pas rassuré que de montrer avec qui elle pourrait gouverner? Je veux dire, l'exigence du second tour n'est pas celle de composer un gouvernement. Croyez-moi que quand on devient la présidente de la 7e puissance mondiale, on a de quoi composer un gouvernement. Je veux dire, le référendum sur l'immigration, le projet de loi sur l'islamisme, le livre blanc sur la sécurité, tout ça n'a pas été travaillé dans une chambre à 4 personnes. Tout ça a été travaillé avec des magistrats, avec des professionnels, avec des juristes, et puis avec des gens qui nous rejoindront. Alors pour rassurer, ce sont des gens compétents. J'imagine que même être dans la lumière apporterait du crédit à leur travail. Parce que ce temps viendra. Et croyez-moi que si les Français ont placé Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, c'est d'une part parce qu'ils ont vu la solidité et le sérieux de son programme et du fait que ce programme répondait au quotidien des Français, aux attentes des Français, et deuxièmement parce qu'elle a la capacité de l'emporter. Encore une fois, j'en reviens, vous n'avez pas répondu dessus, mais personne ne connaissait pendant l'entre-deux tours
les gens qui composaient le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et ces gens-là se sont présentés en 2017 comme des Mozart de la finance, en laissant 600 milliards d'euros de dette à l'issue de ce quinquennat, on peut quand même en douter. Vous parlez d'un gouvernement d'union nationale, mais je note pour l'instant, dans le cadre du deuxième tour, les syndicats globalement, des artistes à répétition, nous connaissons, on en parlait plus tôt, le Front républicain. Oui, c'est classique. Mais je vous repose la question parce qu'elle est sérieuse. Comment peut-on à la fois parler d'union nationale, de rassemblement national au sens, pas du parti, mais de rassemblement de la nation, et au même moment savoir qu'une bonne partie de la société civile, sinon la majorité de la société civile, se défie de vous et dit tout sauf Le Pen? Non, ce n'est pas la société civile. C'est une caste, c'est un système. Que des artistes qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, dont une grande partie des gens qui signent ces tribunes payent leurs impôts à l'étranger, qui n'ont aucun problème de sécurité compte tenu des quartiers extrêmement privilégiés où ils habitent, viennent donner des leçons au peuple français, qui lui a de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, et qui est encerclé aujourd'hui par la violence sur chaque mètre carré du territoire national, je trouve ça profondément indécent. Il y a des sportifs, il y a des organisations syndicales, il n'y a pas que une caste qui gagne beaucoup d'argent. Deux patrons d'organisations syndicales, le patron de la CFDT et le patron de la CGT, qui, c'est très amusant d'ailleurs de les voir s'opposer à la retraite à 65 ans et de venir soutenir Emmanuel Macron, mais croyez-moi, ce n'est pas ce que pense leur base. Parce que voyez-vous, quand on regarde les résultats du premier tour, Marine Le Pen est la candidate qui a été plébiscitée par les ouvriers. Elle est arrivée avec près de 35% en tête chez les ouvriers, très largement devant Jean-Luc Mélenchon et devant Emmanuel Macron. Donc nous avons le peuple français avec nous. Nous avons des millions de Français qui espèrent dans cette alternance. Donc croyez-moi que le système défend ses privilèges, le système défend ses intérêts. Et ils ont tort d'ailleurs parce que s'agissant de la culture, nous avons beaucoup de mesures en faveur de la culture, notamment un service national du patrimoine et une volonté de défendre la culture. Ce que je déplore un peu, si vous voulez, c'est que la culture bénéficie de l'exception culturelle, d'une forme de privilège, de défense, de patriotisme économique pour la culture, et qu'il refuse ce patriotisme économique aux travailleurs et aux entreprises françaises. Donc c'est un peu indécent, mais je pense que les Français ne sont pas dupes et se fichent complètement de ces consignes de vote. Moi, je viens leur dire, si vous votez, alors nous gagnerons cette élection présidentielle. On va conclure en un mot. Comment préparez-vous, dans quel état d'esprit êtes-vous avant le débat d'entre-deux tours, dont on dit qu'il sera décisif, en tous les cas important évidemment? Pas très serein, en vérité. Le temps a donné raison à Marine Le Pen. Ça fait pas seulement 6 mois, pas seulement 5 ans, pas seulement 20 ans. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Emmanuel Macron, il a un bilan, il devra en répondre. Et je pense que le projet que nous portons pour les Français aujourd'hui répond à la fois à cette inquiétude des fins de mois difficiles et puis à cette volonté que la France reste elle-même dans ce 21e siècle. Merci Jordan Bardella d'avoir été le premier invité de ce grand rendez-vous.